beleza salvará o mundo. Essa é uma das frases mais conhecidas do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Ela aparece no seu romance O Idiota. É uma fala do seu personagem principal, o príncipe humanista Mishkin. E foi essa frase que Todorov escolheu para intitular um de seus livros. Mas afinal, que beleza é essa que tem tanto poder? Je dois d'abord préciser que la beauté en question n'est pas la beauté des fleurs ou la beauté du ciel couchant, mais quelque chose de plus profond qui concerne notre existence même. C'est le sens que Dostoïevski avait mis dans cette formule qui figure dans L'Idiot, un de ses romans, où le prince Mishkin l'emploie à 2 reprises, la présente comme une de ses devises, comme une règle de vie. Et mon livre, je vais d'abord dire un mot de mon livre avant de revenir au fond de la question. Mon livre raconte comment quelques grands artistes, poètes, essentiellement écrivains, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, ont interprété cette formule, ont cru pouvoir dédier leur existence même à la création de beauté. Oscar Wilde d'une certaine manière, Rainer Maria Rilke d'une autre, Marina Tsvetaeva d'une troisième encore. Et dans les 3 cas, c'est une catastrophe qui est le résultat de ce choix. Donc c'est une chose inquiétante en fait pour cette formule, puisque on a l'impression que cela conduit à la dépression, à la déchéance, sinon au suicide. Mais mon interprétation est que c'est parce que cette formule était interprétée à la manière de l'idéologie de la vision romantique, qui établissait une rupture brutale entre l'idéal et le réel, qui voyait cela comme une opposition, où le ciel était séparé par un abîme de la terre. Or, et là je reviens au fond de la question, chez Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. La beauté, c'est celle du geste humain, c'est celle du rapport humain, c'est la possibilité d'aimer les personnes autour de soi, d'être généreux, d'offrir, de mettre du sens dans son existence. Et la vie du prince Mishkin, qui d'ailleurs elle-même n'est pas une vie heureuse à la fin, mais elle correspond à cet idéal dans la mesure où le prince a dédié sa vie à la vérité et à l'amour. Donc, si on le prend dans ce sens, on renonce à cette rupture entre ciel et terre, entre idéal et réel, mais on essaye de révéler la beauté des gestes quotidiens eux-mêmes. C'est au fond de cela aussi qu'il s'agit dans la beauté qui sauvera le monde. C'est parvenir à charger de sens et de vérité les gestes les plus quotidiens, nos rapports avec les personnes que nous côtoyons, avec notre métier, avec nos enfants et donc aussi avec notre travail. Je pense que représenter le monde n'est pas quelque chose de facultatif qu'on pourrait faire ou ne pas faire. Je pense que nous représentons tout le temps, depuis que nous sommes nés jusqu'à nos derniers jours. Nous percevons le monde autour de nous et nous bâtissons
dans notre esprit des représentations. L'art représentatif et la littérature sont comme un condensé, comme une quintessence de cette caractéristique commune à tous. Nous bâtissons des récits sans arrêt. Nous nous racontons notre propre vie pour pouvoir savoir ce que nous avons vécu. Vous passerez la journée aujourd'hui avec moi, avec d'autres personnes, et le soir, avant de vous endormir, vous récapitulerez un peu cette journée et vous bâtirez un récit qui ne sera pas un récit de Dostoïevski, mais la différence est seulement de degré et non pas de nature. Nous sommes tous des fabricateurs de récits, de fabricateurs de poésie aussi, parce que nous cherchons à trouver les mots les plus justes de notre expérience, pour désigner notre expérience. Et nous ne sommes pas tous des peintres, en tout cas je suis un peintre degré zéro, mais nous avons tous des représentations mentales que certains d'entre nous sont capables d'extérioriser. Pour parler un peu plus concrètement de la littérature, qui m'est plus proche et qui aussi est plus universelle encore que la peinture, contrairement à ce que pensaient les romantiques, je crois qu'il y a une continuité ininterrompue entre les formes d'art les plus populaires, les petites plaisanteries que nous échangeons, que nous pouvons entendre, les récits que quelqu'un peut nous faire dans la rue, et la maîtrise qu'un écrivain peut trouver dans ses œuvres. Donc, il y a une continuité du quotidien au sublime et non pas de rupture. Et l'idée de la rupture a fait en réalité beaucoup de mal parce qu'elle a condamné le peuple ignorant d'un côté et la haute culture de l'autre.